Bonjour et bienvenue dans ce 42e épisode de Pixels Café. 42, c'est un nombre important pour les geeks, vous le savez ou vous le savez peut-être pas. Le numéro 42, le nombre 42 est associé à un roman, à 5 romans, de Adams, un écrivain qui est malheureusement mort maintenant, anglais, qui a écrit 5 tomes justement sur la science-fiction qui s'appelle Le Guide du Voyageur Galactique. Le Guide du Voyageur Galactique, je l'ai un peu prononcé vite. Et du coup, pour parler un peu sur le sujet, pour partir un peu sur ce sujet, on pensait discuter de la science-fiction, de la SF, sci-fi, enfin comme vous voulez prononcer, peu importe. Sci-fi, c'est mignon ça. Et bien sûr, comme on est à Pixels Café et qu'on parle de jeux vidéo, on essaye d'associer les deux. Donc science-fiction dans le jeu vidéo. Qu'est-ce que ça donne? Quels sont vos premiers exemples? Mais avant ça, je vais présenter les gens qui sont avec moi. J'ai failli oublier. Donc je suis Thomario. Je suis avec Arthur. Salut. Avec Hunt. Salut. Et avec Mooney. Hello. Donc, qui est-ce qui souhaiterait commencer, prendre la parole? Tout ça. Écoute, je peux commencer par Doom. Tu viens de saturer le micro. Voilà, ça vient de saturer le micro, de ruiner vos tympans, etc. Mais, ouais, du coup, je vais commencer par Doom. Je vais pas parler du dernier qui est sorti parce que j'ai pas eu l'occasion d'y jouer en fait. Ça, c'est un peu con du coup. Ouais, c'est un peu con, mais je peux parler des premiers Doom parce que ça, j'y ai joué. Un peu moins con. Et ça va nous permettre de segway pour le thème de la semaine prochaine qui sera l'émulation parce que oui, j'y ai joué via émulateur. Toi, t'as déjà choisi l'ordre des prochains, toi. Et alors Et alors C'est moi qui ai posé le sujet de l'émulation, alors je décide que c'est le prochain, hein. En plus, c'est même pas moi. T'appropries les trucs. Bref, vas-y, Doom. Mais du coup, Doom, pour ceux qui l'ignorent, c'est un FPS. En tout cas, c'était même considéré comme le père des FPS. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeux qui s'appellent des Doom-like. Voilà, c'est ça. En gros, la particularité de Doom, c'est que on se balade dans un univers en 3D, mais toutes les sprites, donc tous les personnages, tous les ennemis, tout est en 2D en fait. Et du coup, c'est une sorte de mélange entre du 2D et de la 3D qui est assez spécial. Mais c'était vraiment, je crois vraiment que c'était le premier où on était vraiment la première personne lorsqu'on tirait sur des trucs. Puis là, dans ce cas-là, on tire sur des aliens qui viennent des enfers. Et toi, Honte, du haut de tes 16 ans, tu as joué au premier Doom. De 16 ans. Je sais que je suis jeune, mais quand même pas à ce point. J'ai joué en fait aux deux premiers. Okay. Doom 1 et Doom 2. Par contre, j'ai pas joué à Ultimate Doom, c'est le seul que j'ai pas fait. Qui était lequel? C'était genre une sorte de 2.5. Ok. Après, je sais qu'il y a aussi une chier de mods qui ont été faits pour Doom, qu'on peut utiliser. Enfin, c'est via une application qui s'appelle Z-Doom qui permet d'émuler tous les jeux. Justement, dans ce cas-là, il propose aussi une pétée de mods. Mais j'ai jamais touché à un seul mode, j'ai juste joué au Doom original. Classique. Parce que je voyais qu'Arthur voulait peut-être rebondir ou... Ouais, non, petite précision. Je crois qu'il y avait Castle Wolfenstein qui était en plus ou moins à la même période, c'est les mêmes créateurs. Ils sont à la même période, c'est vrai. Voilà, ouais. Et il n'est pas sorti juste après, parce qu'il me semble vraiment que Doom c'était le premier, je peux me tromper. Possible, ouais. Mais justement, il y a Wolfenstein aussi. Ouais. Lui par contre, c'est pas tant dans le futur. Ça tire sur des nazis et puis Ouais. tu désingues tous. Est-ce qu'on peut considérer le fait que ce soit de la science-fiction parce qu'à la fin on tue Mecha Hitler? Ah, Quand même, ouais. Ouais, enfin, ouais. Alors même. oui, on peut parler de Castle Wolfenstein. Chef-d'œuvre du jeu vidéo. Ça me permet de rebondir en fait. En parallèle de Mecha Hitler, on avait un autre type de SF qui était proposé. C'était un autre jeu qui est sorti plus ou moins à la même période, c'est Myst. Ah, bien puis, pensé, j'avais pas pensé. Myst, Qu'est-ce que c'est bon. c'est exactement l'inverse de Doom. Donc dans Doom, on dézingue tout avec des flingues, on a un gros type bien testostéroné. Voilà. C'est dur à dire testostéroné. Je te laisse le reprendre une fois. Vas-y. Donc on jouait à des types testostéronés. Et puis dans Myst, c'est le contraire. C'est un jeu d'aventure vraiment paisible. C'est un des jeux qui a reçu un accueil critique en tant qu'art du jeu vidéo. Ah mon dieu, mais il n'y a que cet art. Oui, des gens ont prétendu qu'avec Myst, les jeux vidéo étaient devenus un art. Incroyable. Et donc c'est un univers un peu étrange où on se balade dans des structures un peu dans une culture un peu étrange qu'on ne connaît pas. C'est carrément sous-entendu que c'est même une autre dimension, ou un autre pays ou un truc qui n'existe pas. Ouais, c'est très très bon Myst. Hein. J'ai fini le premier et j'ai presque terminé Riven, mais pour ceux qui connaissent pas, il faut vraiment se dire
C'est un des jeux vidéo. Vous pouvez le télécharger sur à peu près toutes les plateformes maintenant parce que c'est une machine à fric maintenant. Et vous pouvez le télécharger sur iPhone, iPad, Android, tout ce que vous voulez. Et ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est que, à moins que vous soyez le type le plus intelligent de la Terre, il faut avoir du papier et un crayon pour noter les trucs parce que ce jeu il vous rend fou. Sinon il y a plein d'indices qui sont disséminés dans le jeu et il n'y a aucun moyen de noter les indices dans le jeu ou bien de mémoriser. C'est pas du tout guidé, on vous balance au milieu d'une île et puis vous devez aller un petit peu partout pour essayer de comprendre ce qui se passe. Il n'y a aucun indice, enfin bref, c'est un truc de fou. Et moi je me rappelle avoir rempli des 2 à 3 feuilles à 4 d'indices, de puzzles à la con. Et mais c'est génial, c'est une autre façon de jouer aux jeux vidéo. Monkey Island, ton truc. Ouais, c'est le même style de jeu, c'est un point and click, c'est un vieux jeu sur PC, c'est un peu moins fun parce que le scénario est quand même un petit peu, pas sombre, mais dans Myst, c'est vrai que le scénario est un petit peu... dans le 2, vous commencez à capturer, puis vous essayez de découvrir, vous êtes dans une espèce de endroit indigène, il y a des monstres un peu étranges, c'est quand même un peu c'est carrément science-fiction. On se balade dans un endroit vide, c'est vrai que ça fait un peu flipper. Ouais, non, c'est assez sombre, je trouve. Ouais. Du coup, j'enchaîne sur un autre vieux jeu PC, un FPS, donc aussi dans la veine de Doom, qui s'appelle, et je pense que vous connaissez, qui s'appelle Half-Life. Je sais plus exactement quelle année, mais c'est un vieux jeu. Moi, j'avais pas l'âge d'y jouer quand j'y ai joué. Pas bien. J'ai joué chez un ami qui l'avait sur PC, c'est ça. Et j'étais genre méga fan. Je suis tombé amoureux de ce jeu. Si vous connaissez pas, c'est ça. Ce qui était incroyable dans Half-Life, c'est qu'il y avait une mise en scène qui était très travaillée. Vous commenciez le jeu, vous étiez un scientifique dans un laboratoire et puis c'était très paisible. Vous voyez, ça déposait bien le décor. Vous étiez dans un tramway qui allait 6 pieds sous terre dans votre laboratoire et puis il y a tout le monde qui était autour de vous en train de dire on n'a jamais autant poussé les limites de l'expérience mais vous avez aucune idée de quoi on parle et il y a tout le monde qui est un peu inquiet autour de vous et puis vous êtes le scientifique principal, vous arrivez dans votre salle où ils font un truc avec des portails, des vortex, on sait pas trop quoi et en effet, bien entendu ça tourne mal, il y a un portail qui s'ouvre sur une autre dimension et il y a des espèces d'extraterrestres qui débarquent. Je dis espèces parce que c'est plutôt des monstres d'une autre dimension, mais bref. Et après, vous essayez tout le long du jeu de survivre à cette apocalypse, de la connerie que vous avez fait de faire libérer ces aliens, quoi. Voilà. Et donc, et c'est vraiment c'est super glauque, c'est super prenant, c'est du bon jeu avec de la bonne mise en scène et c'est vraiment sympa. Les Half-Life, j'ai pu les avoir en bundle sur Steam, genre pour 10 balles, mais j'ai pas encore eu le temps de me consacrer pour les finir. Alors franchement, je te conseille. Oui, je sais, mais... Surtout qu'il n'y en a presque pas un à jeter. Il y a juste le Blue Shift qui est la deuxième extension du premier, qui est pas très intéressante, mais sinon Half-Life 1, Opposing Force qui est la première extension, et ensuite Half-Life 2, et puis ces 2 épisodes suivants. C'est vraiment très très bon et et puis il y a vraiment tellement de mystères qui entourent ce jeu au point où des fois vous vous demandez si les scénaristes ils ont vraiment idée de ce qu'ils sont en train de faire mais c'est super intéressant et il y a particulièrement un personnage qui est assez incroyable qui s'appelle le G-Man. G-Man, ouais. Le G-Man qui est un vieux bureaucrate qui pop un petit peu dans tout le jeu. Enfin, vraiment, vous le voyez au tout début du jeu, vous n'arrivez pas à l'atteindre, vous voyez derrière une vitre, vous voyez qu'il parle à quelqu'un, puis après, même quand il y a l'apocalypse et tout, quand il y a tous ces monstres qui apparaissent, vous le voyez de temps en temps derrière une porte, en train de se remettre sa cravate, il a toujours une mallette avec lui, et puis à la fin, je vais pas trop vous spoiler, mais bon, ça date maintenant, à la fin, c'est lui qui se retrouve sur l'autre dimension, il est dans l'autre dimension avec vous, vous venez de buter le chef des aliens, entre guillemets, et puis il vous propose un job et puis en fait vous avez le choix fictif, donc vous avez le choix d'accepter ou de refuser le job, et puis si vous refusez, il vous balance dans une fosse avec 1 milliard d'extraterrestres et vous pouvez pas survivre, enfin il n'y a même pas d'option pour les buter, ça c'est intéressant. Puis c'est lui qui a introduit le 2, et il vous dit réveillez-vous, et puis c'est lui qui dit maintenant c'est votre mission, et puis vous devez vous lancer. C'est vraiment intéressant. Okay. Voilà, je pourrais parler des heures de Half-Life, mais il faut qu'on change un peu de sujet. Ouais, moi si je connais c'est surtout le Garry's Mod avec le fameux. Mais du coup le fameux. Tu peux enchaîner avec le jeu qui est lié à Half-Life. Mais oui, évidemment, mais Portal, voyons, avec cette chère GLaDOS. GLaDOS.
Oh le chien. Pardon. Tu sais, je peux me casser tout de suite si tu veux. Non, mais. Parce que c'est pour operating system, c'est un système d'exploitation. Ah non, mais merci. Alors, si je t'en prie, tu peux sans autre discuter. Non, mais vas-y, parle de Portal. Donc, Portal avec le fameux Portal Gun, son système si simple, quoi. Mettre des portails, puis passer les portails, quoi. Voilà, je ne sais pas quoi dire, tu connais le jeu beaucoup mieux que moi, voyons. Parler du compagnon Cube, Ouais, le compagnon le personnage le de plus important du jeu. Eh Cube oui. de voyage lesté. Avec le gâteau, le fameux gâteau à la fin. Hein. La C'est un petite mensonge. récompense. C'est un mensonge. Et c'est un faux. Ouais. Bon, à part ça, c'est intéressant de parler de Portal parce que je pense que par rapport à l'œuvre de Adams, c'est un jeu qui est largement inspiré de ça. Donc du guide du voyageur galactique, pas que, hein, mais c'est une des inspirations de ce jeu, tout comme HAL, tout comme l'ordinateur HAL, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Ouais, je vois. Et tout comme du George Orwell, Big Brother et tout ça, c'est vraiment des jeux qui sont très inspirés de ces œuvres-là. Avant, vous parliez de Myst, qui était un point and click aventure, ce genre de choses. Du coup, moi, ça m'a fait tilter à une série de jeux, de 4 jeux, plutôt récents. C'est des petits jeux indés allemands qui se nomment les Deponia. Il y en a 4, genre Goodbye Deponia, Deponia Doomsday, je sais plus exactement les noms, mais c'est quelque chose comme ça. Et c'est aussi des jeux de point and click, aventure, où il y a une chier de puzzle à résoudre, et où on se casse la tête à les résoudre, parce que c'est... En gros, l'univers, c'est... On se retrouve sur une planète qui s'appelle Deponia, et on joue à un loser qui s'appelle Rufus, qui a comme talent de pouvoir bricoler des solutions pour tout. Et du coup, le gameplay, ce sera ça, en gros. Les puzzles, faut pas penser de manière logique. Faut toujours penser, faut qu'on bricole un truc comme ça. Donc typiquement, à un moment, il faut qu'on se camoufle. Et comment est-ce qu'on se camoufle? Enfin, comment se camoufler? En fait, on trouve tout à coup une vieille serpillière par terre, mais la serpillière tout seul ça ne suffit pas parce que du coup elle tombe et du coup ça fait pas des cheveux assez réalistes, donc du coup il faut aller la tremper dans de l'huile, mais ensuite il faut encore combiner le manche de la serpillière à un autre truc pour ensuite se faire une sorte de petit manteau et se paraître plus grand. C'est absolument loufoque, mais c'est juste génial. Et de nouveau, là ça se passe du coup sur une autre planète. Donc, du coup, ça s'inscrit aussi dans le thème de la science-fiction, avec un peu tout le côté dystopique, étant donné que Deponia est littéralement une déchetterie, étant donné qu'il y a une ville qui genre, est en orbite, qui s'appelle Elysium, qui en gros se sert de la planète comme poubelle. En gros, ceux qui habitent sur la planète, c'est des pauvres qui vivent dans les déchets. Merde. Hein? Ouais, on peut dire, ouais, effectivement. Ah, t'as dit Midgard, toi? Midgard. Ouais, Midgard. Midgard. T'as dit Alors Midgard, non, ça, je ne saisis pas la référence. c'est de Final Fantasy VII, c'est le même concept. Ah ouais? Enfin, c'est Ok. la ville Désolé, principale, Midgard, donc c'est un peu de la science-fiction, on peut en parler. Ouais. C'est la ville de Midgard est en 2 étages. Il y a en bas ce qu'ils appellent les taudis, puis en haut il y a la plaque, qui est donc une espèce d'immense plaque. Et où il y a tous les riches qui vivent, et puis justement ils balancent leurs déchets en bas, puis en bas dans les taudis il y a tous les pauvres et tout ça. Mhm. Du coup, là, on voit vraiment les liens avec le cinéma. Par exemple, Metropolis, c'est sûrement une inspiration pour Final Fantasy VII, qui est peut-être aussi une inspiration pour Deponia. Ah, c'est tout à fait possible, ouais. Mais dans Metropolis, on a aussi cette idée des 2 couches sociales qui vivent au-dessus, en dessous. Mhm. On peut parler de science-fiction pour Metropolis, je pense. Oui. Après, au niveau planète délabrée, un peu... Enfin, pas forcément déchetterie, mais vraiment planète un peu déserte, un peu hostile comme ça. Moi, je pense aussi aux Borderlands, Ah, mais oui. qui sont, entre guillemets, dans la veine de Doom, des FPS, où, en gros, on est sur une planète qui s'appelle Pandore, et on est des chercheurs... Ah, comment est-ce qu'on... Chasseur de l'arche. Chasseurs de l'arche, voilà, je cherchais le mot. En gros, les arches sont des espèces de portails dimensionnels qui apparaissent de temps en temps, ou qu'on peut faire apparaître avec certaines clés, les clés de l'arche notamment. Et en fait, à l'intérieur, on sait pas trop ce qu'il y a, mais c'est dit que ça apporte des richesses énormes à celui qui les trouve. Et on se retrouve en tant que chasseur de l'arche à devoir survivre dans cette planète hostile qu'est Pandore, avec des espèces de gangs de tarés qui s'appellent les psychos d'ailleurs, qui nous foncent dessus. Il y a aussi des aliens dont il va falloir s'occuper, etc. Et l'univers est aussi très dystopique à ce niveau-là, étant donné que c'est vraiment planète déserte, où il y a absolument
Enfin, c'est vraiment la désolation, ils vivent dans des taudis, genre leur maison c'est de la tôle, avec de la ficelle et puis un peu de toile, et puis c'est parti. Et puis il y a de nouveau aussi un peu cette idée de, entre guillemets, une population supérieure à la planète, avec le groupe du Bojack dont j'ai oublié le nom. Hyperion. Hyperion, voilà, c'est la société Hyperion qui a une station sur la lune de Pandore, qui a un grand H comme Hyperion. Et là, justement, là-bas, c'est plutôt que des riches qui pensent qu'à la thune et tout ça. Et puis sur la planète, de nouveau, c'est des gens pauvres, ou alors des fous qui veulent juste s'entretuer. Sympa. Oui, sympa, effectivement. Ambiance. D'ailleurs, dans Tales from the Borderlands de Telltale, on joue un gars d'Hyperion qui se retrouve plus ou moins malgré lui sur Pandore et qui doit un peu se démerder pour survivre. Enfin, il a voulu arnaquer quelqu'un, mais finalement, c'est l'arnaqueur arnaqué, mais en fait, il a peut-être encore arnaqué l'arnaqueur, etc. C'est assez sympa comme jeu, c'est très très drôle, parce qu'évidemment, dans les Borderlands, ce qu'il faut noter, c'est l'humour, qui est assez présent. Et du coup, Mario... J'enchaîne parfaitement, enfin je vais proposer à Mouni d'enchaîner, parce qu'elle avait l'intention de parler d'un jeu qui m'est cher, et qui s'appelle Time Splitters, et puis je pense que pour parler d'humour, il n'y a pas tellement mieux que Time Splitters. Alors clairement, Time Splitters... on incarne. Alors par contre, il va falloir m'aider pour le nom du personnage. Oh, les personnages, mais il y en a plusieurs, mais tellement. le principal, c'est pas un truc genre Sanchez, c'est pas, c'est possible. c'est pas le commandant Sanchez, un truc comme ça. On va l'appeler Sanchez, après, excusez-nous. Ouais, voilà, si c'est faux, on s'excuse d'avance. Donc, vous incarnez je ne sais pas ce que c'est, colonel, lieutenant, machin, bon bref, Sanchez. Et vous vous retrouvez dans le futur, sur une planète un peu la planète martienne, comme ça et tout. Et vous êtes propulsé dans le passé. Pourquoi ? Dans différentes époques. Et pourquoi donc ? Pourquoi donc ? Elle est magnifique cette conversation. Parce qu'il y a des êtres qui menacent le temps. Ils s'appellent les Time Splitters, justement. C'est des créatures qui arrivent à voyager dans le temps et puis qui menacent de détruire le continuum. Non. L'espace-temps. Le Continuum, merci. Je ne trouvais pas le mot. Continuum espace-temps. Et du coup, c'est votre mission d'incarner différentes personnes à différentes époques pour dégommer du Time Splitters. Alors ça, c'est aussi un FPS. Et justement, c'est un FPS qui est vraiment très malin parce que il vous amène vraiment à toutes les époques. Vous passez de la guerre froide au Far West, au futur, il y a les années 80, les années 70, enfin... C'est vraiment du fun en barre et c'est assez incroyable, mais vraiment c'est du fun en barre jusqu'au bout. Après, quand vous jouez au mode multijoueur, il y a des personnages complètement absurdes. Par exemple, il y a plein de robots. Il y a des zombies, des robots, il y a tous les personnages qu'on a pu jouer et puis leurs camarades. Bonhomme pain d'épices, il y a un robot avec à la place de la tête, il a un bocal de poisson, il y a une main, il y a un T-Rex, il y a un nuage. Enfin, il y a vraiment... C'est un jeu complètement absurde. Mais surtout la personnalisation, je me rappelle, on peut faire chaque monde, changer absolument tout, mettre les musiques de tel et tel jeu, ou bien de tel et tel monde, ou bien les armes de tel monde, enfin, c'est impressionnant. Puis surtout, ça mélange pas mal de styles différents, puisqu'il n'y a pas forcément que le côté un peu fun, il y a aussi surtout le monde de la maison hantée. Oui, la maison zombie. Alors là, par contre... Ouais, non, c'était vraiment de la folie. Mais c'était incroyable. Et ça vous plonge dans plusieurs époques. Non, c'est vachement épique. Et puis, juste pour la petite anecdote, il y en a eu 3 qui sont sortis. Puis depuis, je sais pas exactement ce qui s'est passé avec les studios, mais il n'y a pas eu de volonté de faire un 4e. Mais il y a des fans, développeurs qui ont demandé les droits aux anciens qui ont fait, et puis ils ont acquis les droits. Donc a priori, il y en a un 4e qui est plus ou moins en préparation en ce moment. Ok. Mais c'est un peu tendu, quoi. Là, on a parlé de Borderlands et puis de Time Splitters, mais je suis désolé, j'ai pas joué au jeu. Qui sont des jeux où on dégomme des trucs. Moi, je vais parler d'un jeu où on nettoie lorsqu'on a dégommé. Je vais vous parler de Viscera Cleanup Detail, qui est un jeu indé absolument ridicule, dans lequel on joue des nettoyeurs du futur qui se retrouvent sur une scène de massacre absolu, genre un laboratoire scientifique où des aliens sont arrivés puis ils ont tué tout le monde.
Et on se retrouve à devoir nettoyer tout ça, à mettre les trucs au bon endroit, récupérer les déchets, commencer à reboucher les impacts de balles, ce genre de choses. Et évidemment aussi récupérer les cadavres, les mettre dans un incinérateur. Ensuite, il faut encore nettoyer le sang. Et puis, c'est ridicule. Hein. T'as les seaux, tu les pousses, il y a tous les membres qui tombent. Ouais, ça c'est un souci, ouais, parce que du coup, l'eau, on prend l'eau pour la serpillière dans un seau, puis le problème c'est lorsqu'on salit la serpillière, ça salit l'eau lorsqu'on la reprend, puis au bout d'un moment, l'eau elle est trop salie, puis chez nous on le tape dans le seau, et il va se renverser, puis ça fait une immense flaque de sang qu'il va falloir renettoyer. Voilà, vous voyez ce qui se passe une fois que vous avez fini vos jeux là, ou FPS. Voilà. Il y a quelqu'un qui nettoie derrière. Et voilà, faut y penser. Et je pense qu'on est bien sur une fin d'un délire à la Adams. Donc merci pour cet ajout de jeu que je ne connais pas mais qui a l'air bien fun. Oui, il est surtout fun en multijoueur parce que c'est le bordel. J'imagine complètement. Mais voilà, donc vous avez vu, on est déjà arrivé au bout de nos 20 minutes. J'ai l'impression qu'on a parlé, on n'a clairement pas parlé de la moitié de nos jeux sur notre liste. Pas du tout. Donc peut-être que nous aurons un science-fiction numéro 2 un jour. Mais d'ici là, on vous dit que vous pouvez nous suivre sur www.pixels-association.ch, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, sur plein de choses. Et on espère que vous avez apprécié ce 42e épisode de Pixels Café. Et on vous salue, c'était Tomario, Arthur, Ant et Mouli. Au revoir. Ciao, ciao. Ah.